Vous êtes sur RTI 1, merci de nous rejoindre pour l'actualité. Aujourd'hui, vendredi 11 juin, à la une ce 20h, coopération Côte d'Ivoire-Gambie, les questions d'intérêt commun entre les deux pays ont été abordées. Le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger a eu une rencontre avec le chef de l'État ivoirien. Il s'est dit également porteur d'un message de son président Adama Barrow pour le président Alassane Ouattara. Reprise des élections législatives dans 6 circonscriptions ivoiriennes. La campagne électorale est terminée. Le vote a lieu demain. Un appel a été lancé pour un scrutin apaisé afin d'éviter des incidents qui ont conduit à l'invalidation du scrutin précédent. Débutée depuis avril dernier, la saison des pluies bat son plein. Pour éviter de nouvelles inondations ou tout autre incident dû à la pluie, l'Office national de l'assainissement et du drainage prend des dispositions. 55 milliards de francs CFA ont été décaissés pour la réalisation d'ouvrages. Et puis au Mali, le nouveau président de la transition a désigné aujourd'hui les membres d'un nouveau gouvernement. Sans surprise, les militaires obtiennent des postes clés comme la sécurité, la défense ou encore la réconciliation nationale. Bienvenue, bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire et la Gambie renforcent leurs liens. Le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger est à Abidjan. Mamadou Tangara a été reçu par le président Alassane Ouattara. Awa Touré nous propose le point de leurs échanges. Le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger, Dr Mamadou Tangara, était porteur d'un message de son président Adama Barrow au président de la République Alassane Ouattara. L'envoyé spécial du président gambien et le chef de l'État ont par ailleurs fait le point sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Je suis porteur d'un message pour solliciter ses conseils, son appui par rapport à des questions qui nous tiennent à cœur. Et profiter de cette occasion aussi pour le remercier de la part du président Barrow pour le rôle très important qu'il a joué pendant la période de l'impasse politique en Gambie. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO a joué un très grand rôle et c'est grâce à la sagesse des chefs d'État, dont le président Ouattara, qu'on a pu trouver une solution pacifique à cette crise post-électorale. Et dans toutes les instances de la CEDEAO, le président Ouattara n'a pas manqué de nous apporter son soutien. Parce que le président Barrow a l'habitude de dire que l'expérience ne s'apprend dans aucune université. Donc il est important d'aller auprès des aînés qui ont l'expérience, le savoir pour apprendre auprès d'eux et puis recueillir leurs conseils. Et puis aussi travailler à renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Le ministre gambien des Affaires étrangères et des Gambiens de l'étranger a également indiqué qu'il est venu recueillir les orientations et conseils du président de la République Alassane Ouattara sur les questions brûlantes de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a signé un protocole d'accord avec le Conseil global pour la tolérance et la paix. Le document a été paraphé par les présidents des deux institutions, naissent ainsi des relations permanentes afin d'échanger sur les questions parlementaires dans le domaine de la tolérance et de la paix. Michel Digré. C'est un protocole d'accord qui jette les bases d'une coopération parlementaire au service de la paix. Le document est co-signé par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, et celui du CGTP, Ahmed Bin Mohamed. L'hémicycle ivoirien et le Conseil global pour la tolérance et la paix s'engagent ainsi à mutualiser leurs énergies sur les questions parlementaires en rapport avec la paix. Homme de vision et d'action, vous avez fait du Grand Conseil global de la tolérance seulement en quelques années une organisation de premier plan et au service de la paix dans le monde. Notre pays partage, comme vous, cette passion pour la paix, fermant de la richesse de notre diversité. Ahmed Bin Mohamed donne les enjeux de la signature de ce protocole. Nous sommes très honorés d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale
C'est donc un moment assez important. C'est un moment donc qui nous permettra donc de véritablement répandre les valeurs de la tolérance et de la paix. Et nous avons donc la ferme conviction que le peuple ivoirien et le président de l'Assemblée nationale et le peuple de la Côte d'Ivoire tout entier est donc un peuple qui est engagé en faveur de la paix et de la tolérance. C'est pour cela que la présence de la Côte d'Ivoire dans cette structure est très importante pour nous. Le Conseil global pour la tolérance et la paix regroupe 85 parlementaires à travers le monde entier avec 15 pays africains en qualité de fondateurs ou de membres ordinaires. Après la signature à l'Assemblée nationale du protocole d'accord avec le Conseil global pour la tolérance et la paix, la délégation s'est rendue à la primature où elle a été reçue par le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Reprise à des élections législatives dans 6 circonscriptions, 4 pour invalidation du Conseil constitutionnel et 2 pour décès. Après la campagne, demain samedi 12 juin marque l'étape des urnes. À Soubré, le Conseil constitutionnel avait invalidé le vote lors des législatives du 6 mars dernier dans la circonscription numéro 148 d'Abouyo et Guéyo afin de prévenir les causes qui ont engendré cette invalidation. Les différents états-majors des candidats et le préfet exhortent les populations à œuvrer au maintien du climat de quiétude qui a prévalu tout au long de la période de campagne. Amadou Ouattara. À quelques heures de la tenue du scrutin qui dévoilera l'identité du représentant de Dabouyo et Guéyo à l'Assemblée nationale, la cohésion et la quiétude pendant et après le vote restent le désir majeur des populations. Transporteurs, tapissiers, ménagères, restauratrices ou encore fonctionnaires, autochtones et allogènes, tous souhaitent la paix. Si tout se passe bien, ça nous arrange. Moi, je suis originaire de Séguila. Bon, mes grands-parents étaient ici, je suis ici, je gagne ma vie ici. J'ai fait mes enfants ici, j'ai marié ma femme ici, donc Guéyo, c'est mon village. Nous, les jeunes, on veut qu'après les élections, que chacun chez lui ait la paix. On ne veut pas parler à Guéyo, on veut la paix. Parler n'est pas bon, on est même chez nous. L'élection, c'est quoi même? Il n'y a rien dans ça là. Donc moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas parler quoi. L'élection, ce n'est pas la guerre. Tu t'as choisi le candidat que tu veux, c'est tout. Si tu n'as pas besoin de choisir le candidat, tu restes chez toi à la maison. Dans la même dynamique, sur le terrain, les candidats et leur état-major ont également appelé à la retenue et au sens élevé de la responsabilité individuelle et collective. Nous sommes venus porter un message de paix et de cohésion pour que ces élections-là soient apaisées, se passent dans un esprit fraternel et que le meilleur gagne. Vous savez, actuellement, nous sommes dans une phase de décrispation. Il faut la paix. Il faut que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. C'est ce message de paix que je suis venu vous dire. Au niveau de l'administration publique, le préfet de ce département a pris la pleine mesure de la situation. Il dit avoir mené un travail préalable afin de maintenir la confiance et le calme. Nous avons tenu à cette occasion beaucoup de réunions. D'abord avec les populations, ensuite avec les différents candidats, les états-majors au cours de cette campagne. Le message que nous leur donnons est de faire en sorte que les populations sortent massivement pour voter, mais aussi dans un esprit de paix et de tranquillité. À Guéyo et à Dabouyo s'est bien déroulée la semaine de campagne électorale pour convaincre les électeurs à choisir le samedi 12 juin 2021 le meilleur profil qui va représenter cette circonscription à l'hémicycle. Aucun incident n'a été enregistré. Demain samedi, les électeurs de Séguila commune et de Mankono, commune et sous-préfecture, vont également choisir leurs députés. Les commissions électorales indépendantes de ces deux départements ont pris des dispositions pour une bonne tenue du scrutin. Abou Sanogo. La commission électorale indépendante départementale de Séguila prend ses dispositions pour un bon déroulement du scrutin. Le matériel électoral est disponible. Constitué d'urnes et puis tout
ce qui va nous permettre d'organiser les élections dans de bonnes conditions. Nous avons délocalisé 2 lieux de vote. Le lieu de vote château au lieu de vote mission catholique. Au lycée également, qui est aussi réquisitionné pour l'examen, nous avons trouvé bon qu'il fallait délocaliser ce lieu de vote au groupe scolaire Stade. Nous nous rendons à la préfecture de région de Séguéla, où une rencontre a lieu entre le préfet de région, préfet de Séguéla et les candidats en compétition. Nous avons parlé des conditions générales d'organisation du scrutin, la nécessité pour chacun d'entre nous d'agir pour préserver un climat apaisé, de sorte que les résultats qui sortiront des urnes vraiment soient des résultats acceptés par tous. Nous mettons le cap sur le commissariat de Séguéla, qui a abrité le poste de commandement secondaire. Un dispositif sécuritaire est en place. La police, la gendarmerie nationale et l'armée vont assurer et garantir la sécurité du scrutin. Après Séguéla, nous mettons le cap sur Mankono, dans le Berry. Le préfet des régions, préfet de Mankono, rassure. En tout cas de cause, ce qui est constant de remarquer, c'est que ce sont pratiquement les mêmes familles que nous avons eu à indiquer à leurs parents. Aux guides religieux, aux chefs de canton, qu'il faut donner des conseils d'usage à leurs enfants pour que Mankono soit le grand vainqueur. À la commission électorale locale, le dispositif électoral est disponible. Nous avons déjà affiché la liste. Tout le matériel électoral est fin prêt. On va commencer à convoyer le matériel lourd. Et demain, ça sera autour du matériel léger. En ce qui concerne les tablettes qui créent en quelque sorte des soucis, nous avons des tablettes en marge. Pour la sécurisation du scrutin, nous nous rendons au poste de commandement secondaire de Mankono. Un plan de sécurisation est établi. Les forces rassurent. Toutes les dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement de la reprise de l'élection législative dans la circonscription numéro 25. Par ailleurs, toutes ces forces restent en alerte. C'est ce samedi 12 juin que les électeurs de Séguéla et de Mankono se rendront aux urnes pour choisir celui ou celle qui les représentera à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale a rencontré des responsables de partis politiques de l'opposition. Kouadio Konombertin a trouvé oreille attentive pour parler réconciliation et cohésion. Didier Nguessan. Journée fructueuse pour le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale qui a entrepris depuis sa nomination cette série de concertations auprès des forces vives de la politique ivoirienne. Après le siège de l'URD dirigé par Daniel Boni-Clavry, c'est au pas de course que la délégation du ministre Kouadio Konombertin a rejoint le siège de la coalition politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, pilotée par Georges Armand Ognien. Pour l'essentiel, les deux présidents visités ont réitéré la sincérité des parties prenantes dans la crise ivoirienne. Le retour de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo est un élément moteur du processus de réconciliation actuellement piloté par le ministre Kouadio Konombertin, ont-ils soutenu. Pour finir, ils ont exprimé leur entière disponibilité à œuvrer au succès de cette mission qui doit conduire à la paix. Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour faire le tour. Et aujourd'hui, nous sommes à EDS pour leur demander leur implication dans le processus, mais surtout recueillir leurs avis et leurs suggestions, toutes choses qui nous permettraient d'enrichir notre feuille de route, de façon à ce que nous ayons une feuille de route qui soit consensuelle et qui reflète la réalité de la situation du pays, afin qu'ensemble, nous conduisons donc ce processus-là, parce que nous n'avons pas d'autre choix que de refaire renaître cette belle Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, l'implication, cela m'a été promis et c'est ensemble que nous allons conduire l'opération. Le ministre a invité les Ivoiriens à accompagner le chef de l'État qui a fait du retour de la paix en Côte d'Ivoire la priorité absolue. La secrétaire d'État chargée de la protection sociale a rencontré les mutuelles sociales de Côte d'Ivoire. Les mutualistes lui ont exposé leur mode de fonctionnement et la secrétaire d'État de leur faire part de sa vision en ce qui concerne la promotion et le suivi de la sécurité et de la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. C'est dans une ambiance conviviale que les responsables de mutuelles sociales agréées échangent avec la nouvelle secrétaire d'État chargée de la protection sociale, Clarisse Caillot-Mailly.
Les deux parties s'entretiennent sur des sujets comme le cadre juridique et l'amélioration des conditions de vie des adhérents. Cette rencontre vient à point nommé pour les mutualistes. Il faut dire que c'est une véritable fierté pour moi de voir que Madame la secrétaire d'État a souhaité rencontrer toutes les mutuelles sociales immatriculées en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le résultat du travail que nous avons effectué depuis quelques années déjà. Elle nous a tout simplement demandé de nous mettre ensemble, de nous réorganiser, d'être encore plus forts, plus performants pour que nous puissions éventuellement tendre vers la fédération pour prendre en compte la protection sociale des populations, des travailleurs qui en ont véritablement besoin. Pour cette réunion de prise de contact, la secrétaire d'État a d'abord rappelé à l'assistance sa vision, celle d'assurer le suivi et d'harmoniser le cadre institutionnel de la sécurité sociale. Elle prône des actions conjointes pour le bonheur des adhérents aux mutuelles sociales. Les mutuelles sont ces associations qui sont proches des populations de toutes les couches sociales. Et donc, elles peuvent apporter un appui à l'État dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de protection sociale, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. J'ai demandé qu'on mette en place un cadre d'échange permanent afin qu'ensemble nous puissions partager cette vision-là. Parce qu'au niveau de la mutualité, c'est une question de solidarité. L'on enregistre 45 mutuelles sociales agréées pour plus d'1 500 000 souscripteurs, selon l'agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale. Le rideau est tombé sur le premier sommet mondial virtuel du caoutchouc. La Côte d'Ivoire a relevé le défi du numérique, mais aussi par la qualité des contributions des acteurs de la filière. Cette rencontre d'Abidjan permet d'affronter l'avenir du caoutchouc avec beaucoup plus de certitude. Noël Niagno. Fini le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Premier fait, la Côte d'Ivoire a relevé le défi numérique. Je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire qui a pu, dans un moment difficile, prendre le risque, le défi d'organiser un sommet mondial en virtuel. Nous avons montré au monde entier le savoir-faire ivoirien et je voudrais, au nom de l'IRG, féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Mieux, Abidjan donne espoir aux producteurs, aux chercheurs et aux régulateurs. Et il n'y a pas de durabilité si les planteurs, les opérateurs de la filière ne peuvent pas vivre décemment de cette activité. On ne peut pas parler de durabilité. Et donc c'est l'ensemble de ces préoccupations qui ont été soulevées pendant ce sommet. Et pour nos régulateurs, effectivement, il y a beaucoup d'enseignements à tirer pour améliorer notre intervention dans le secteur. Aujourd'hui, compte tenu de ces climats que nous avons appelés le climat des extrêmes, soit trop sec, soit trop humide, il faut trouver peut-être des variétés plus adaptées que ce que nous avons. Je sais par exemple que de plus en plus on utilise le caoutchouc dans le bitume. Et je sais aussi que dans les pays à fort taux sismique, le caoutchouc intervient dans la réalisation des ponts. Et même dans l'immobilier aussi, le caoutchouc intervient. Donc toutes ces ouvertures-là nous permettent de penser à un avenir très promoteur pour les VA. Pour la dernière saignée de ce sommet sur le caoutchouc et pour mieux affronter l'avenir, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, retient des idées fortes. La place prépondérante faite aux petits producteurs de caoutchouc naturel, la promotion des technologies et innovations pour réduire la pénibilité du travail et favoriser l'insertion des femmes et des jeunes. La diversification des usages du caoutchouc naturel pour plus de valeur ajoutée et de résilience face aux différentes crises. Enfin, l'adoption d'une approche inclusive qui implique tous les acteurs de la chaîne de valeur du caoutchouc. Fait notable à Abidjan, un Ivoirien, Omar Ndiaye, acteur émérite de la filière, a été honoré. On s'intéresse à la signature du mémorandum d'entente entre le MCC, Millennium Challenge Corporation, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Ce nouveau financement vient récompenser les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. Il vise à mettre en place un cadre de collaboration au développement et à l'évaluation du projet d'interconnexion énergétique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui font partie des pays éligibles à des programmes compacts régionaux simultanés. Jean-Jacques Kwame. Ce mémorandum d'entente entre le Millennium Challenge Corporation MCC, les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, signé ce jeudi, porte sur la mise en place d'un cadre de collaboration au développement et à l'évaluation du projet d'interconnexion énergétique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce projet devrait inclure une ligne de transport reliant Ferkessédougou à Bobo-Dioulasso. Cette ligne devra se prolonger jusqu'à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. C'est en décembre 2020 que le conseil d'administration du MCC a retenu la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso au nombre des pays éligibles à des programmes compacts régionaux simultanés, à l'instar de 2 autres pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes très heureux de continuer ce partenariat avec la Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Et merci toujours pour notre partenariat très productif. Je voudrais rappeler à l'attention de tous, plus particulièrement de nos amis américains, qu'il importe de garder à l'esprit que ce programme pour nous est à la fois opportunité et défi. Il exige que les bénéficiaires finaux puissent réellement en tirer tous les fruits et qu'ils adoptent une approche toujours plus pragmatique et innovante qui intègre toutes les dimensions du développement. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire au MCC en décembre 2015, suivie de la signature d'un don d'environ 2600 milliards de francs CFA en 2017, sont le résultat des réformes engagées par l'État. Autre projet de développement, 10 000 logements vont être construits dans la zone d'Aoué sur la route d'Alépé. Un protocole d'accord a été signé entre un consortium d'hommes d'affaires britanniques et le ministère ivoirien de la construction, du logement et de l'urbanisme. Lansine Bakayeko. À travers cette signature de protocole d'accord avec le ministre Bruno Nabagné-Koné, les opérateurs immobiliers britanniques montrent leur disponibilité à participer au projet de construction de 150 000 logements initié par le gouvernement sur la période 2021-2025. L'accord table sur la construction de 10 000 logements sociaux, économiques et de standing. Pour en arriver à cet accord, nous avons énormément travaillé avec les autorités ivoiriennes à Londres. Notre désir le plus ardent est de faire aboutir un partenariat continu avec le gouvernement et surtout trouver une banque locale pour accompagner le projet. Nous espérons revenir en juillet pour finaliser les modalités opérationnelles et démarrer les chantiers dans les 3 mois qui suivent. L'honneur sera plus grand si tout cela est couronné par une réussite. Les problématiques liées à la construction des logements sociaux sont nombreuses, mais les opérateurs immobiliers britanniques viennent avec 2 solutions absolument importantes. La construction et le financement. Des solutions qui devraient permettre de régler les faiblesses techniques locales ainsi que les difficultés d'accès aux banques pour les acquéreurs à revenus modestes. Ce marché en Côte d'Ivoire, il est très promoteur. C'est un marché qui ne présente pratiquement pas de risque en termes commerciaux. Le risque pays, vous connaissez suffisamment la situation aujourd'hui dans le monde pour savoir que ce risque pays est pratiquement nul. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'opérateurs qualifiés et de ressources financières suffisantes pour accompagner efficacement ce secteur. Le modèle économique développé par les investisseurs britanniques prévoit, en plus du financement de la construction des logements, la mise en place d'un système de portefeuille mobile permettant de fournir des crédits immobiliers à long terme et à des taux destinés aux souscripteurs des logements. Et ce secteur du logement en plein essor en Côte d'Ivoire suscite de l'intérêt. La Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire veut mieux en comprendre le fonctionnement, notamment le processus d'accès à la propriété, les promoteurs immobiliers et leurs partenaires, la sélection du client et aussi les difficultés du secteur. Didier Nguessan.
Des promoteurs immobiliers aux financiers, en passant par les aménageurs fonciers, le logement est un secteur transversal. La Caisse des dépôts et de consignation s'y intéresse. Elle a réuni les principaux acteurs en charge du logement pour un partage d'expérience. La Caisse des dépôts et consignation, c'est un établissement public qui a essentiellement pour mission de mobiliser des ressources publiques et privées, d'en assurer une gestion sécurisée et surtout apporter sa contribution au financement de l'économie ivoirienne, notamment à travers des investissements d'intérêt général, dont le logement. Donc c'est tout à fait normal qu'avant de s'y lancer, que nous puissions échanger avec les professionnels de ce secteur pour voir quel rôle nous pouvons jouer. Le directeur du logement et du cadre de vie, Célestin Koala, a présenté les offres étatiques de logement, notamment les logements sociaux, plus de 20 000 construits et 5 000 livrés selon lui, et les logements à équipement modéré, LEM, pour lesquels 1600 plateformes ont été attribuées à ce jour. Face aux difficultés de financement, il exhorte la Caisse à s'intéresser à la location-vente. Nous pensons que l'arrivée de la Caisse de dépôt et de consignation est une bonne chose. C'est que le ministre Koné Bruno va lancer incessamment les programmes de location-vente. Et de ce point de vue-là également, un fonds de garantie est utile. Le secteur de la construction enregistre en Côte d'Ivoire un déficit annuel de 500 000 logements. Dans l'enseignement supérieur, la question du financement de l'investissement a fait l'objet d'une rencontre. Elle a vu la participation de la Direction générale de la recherche, de l'innovation et les parties prenantes dans la promotion de la recherche scientifique. Astou Touré Danyogo nous fait le point. Doter la Côte d'Ivoire d'une recherche scientifique d'excellence, efficiente, solidaire, moteur de développement et d'émergence. C'est cette ambition qui réunit les premiers responsables des universités, instituts de recherche et entreprises de Côte d'Ivoire à Grand-Bassam. Cette rencontre vise à présenter le projet de restructuration et de redynamisation des programmes nationaux de recherche et le cadre programmatique 2022-2024. Le développement d'une stratégie de financement durable et diversifié des PNR visant à l'atteinte de l'objectif de la contribution de la recherche à la société et d'une meilleure connaissance de la recherche par la communauté et par le secteur privé. Notre ambition ici est d'avoir l'adhésion et l'accompagnement effectif de l'ensemble des institutions de recherche pour la mise en œuvre des PNR restructurés et co-construits avec elles. Réunis dans la ville centenaire de Grand-Bassam, les participants situent l'intérêt de cette initiative. La recherche, certes, elle est importante, mais elle n'a de valeur que si elle apporte une valorisation économique. Et la valorisation économique passe nécessairement par l'innovation. En Afrique, l'objectif de 1% du PIB de l'UIA consacré à la recherche est loin d'être atteint. La Côte d'Ivoire étant à environ 0,35%, entend faire bouger les lignes. Il y a eu une recombinaison des programmes nationaux de recherche. De 14, nous sommes passés à 10. Définir une bonne gouvernance pour la mise en œuvre de ces PNR, définir des stratégies de financement et ensuite, outre la valorisation académique qui consiste à publier dans des revues internationales, il faudrait que ces résultats-là soient valorisés du point de vue économique parce qu'il faut voir ne serait-ce que l'impact de ces programmes de recherche-là sur le développement économique du pays. La rencontre se tient sur 2 jours avec à la clé une feuille de route et un cadre programmatique bien établi. Depuis le mois d'avril dernier, nous sommes en plein dans la saison des pluies et ce jusqu'à juillet prochain. Pour éviter tout incident dû à d'éventuelles inondations, l'Office national de l'assainissement et du drainage prend des dispositions. Des ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux pluviales sont construits dans plusieurs communes du district d'Abidjan. 55 milliards de francs CFA ont été décaissés. Voyons tout cela dans le dossier Vide ici signé Grace Kando. De l'eau stagnante devenue verdâtre au fil des mois. Des traces des récentes pluies diluviennes qui, à chaque saison, met en péril la vie des habitants de ce site classé parmi ceux à risque. Nous sommes à Sagbé, un quartier de la commune d'Abobo. Quand il pleut, l'eau remplit complètement sa rampe dans la cour là. L'eau là, ça t'attrape là. Là maintenant, on sort, 2 mois, 3 mois,
Dans 3 mois, après maintenant, bien un peu pour venir rentrer. Sagbe, PK18, Yopougon ou encore la Riviera, plusieurs quartiers du district d'Abidjan, visités par la montée des eaux à chaque grande saison des pluies. Celle de cette année, eh bien, nous y sommes. Et cela depuis le mois d'avril. Des précipitations plus intenses pour le mois de juin et progressivement, les précipitations vont diminuer. Ces fortes précipitations peuvent provoquer par endroits des risques d'inondation. Donc il va falloir être vigilant pour éviter de se retrouver sinistré suite aux pluies que nous pouvons avoir durant ce mois de juin. Pour justement éviter des situations difficiles en cette période, l'Office national de la protection civile, ONPC, structure sous tutelle du ministère de l'Intérieur, a entrepris une visite de terrain du 11 au 27 mai dernier dans les zones à risque. 47 sites ont été visités. C'est non exhaustif, mais il s'agit des sites les plus critiques. Et sur ces 47, nous avons dénombré parfois des cuvettes, des bas-fonds, tantôt des dallots dans lesquels les populations se trouvent. Au thème de cette tournée qui a duré une dizaine de jours, l'ONPC fait des recommandations. On peut indiquer qu'il y a des sensibilisations à faire par les mairies et l'ONPC. Il y a des populations à déplacer pour éviter que ces populations ne courent des risques certains. Il y a des canalisations à faire en urgence. Il y a des canaux même à construire pour aller à l'exutoire, donc amener l'eau jusqu'à la lagune. Il y a des curages de caniveaux à faire par l'ONAD. Un appel déjà dans la vision de l'ONAD. L'Office national de l'assainissement et du drainage prend des dispositions en cette saison des pluies. Des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ont été construits dans plusieurs communes du district d'Abidjan, d'où cette tournée d'imprégnation du ministre Bouaké Fofana. La prévention des inondations, c'est ça vraiment qu'on regarde aujourd'hui. C'est-à-dire les travaux de base qui vont régler le problème des inondations dans la durée, ces travaux-là aujourd'hui. Et c'est de gros chantiers qui ne sont certes pas visibles pour le commun des mortels, mais c'est le système de support du drainage. Et ces travaux sont financés par des bailleurs de fonds pour près de 55 milliards. Ce sont ces travaux-là qui vont nous permettre de régler de façon durable les questions d'inondation. De plus, certaines habitations installées sur des emprises ont été détruites. Des accords ont été trouvés avec les riverains et donc en l'occurrence pour la plupart d'entre eux sur le budget de 2021, on s'est accordé à leur payer le tiers du montant de leurs indemnités et en 2022, on devra solder la totalité des indemnités. Ils en sont d'accord, on a signé des documents, donc actuellement on est dans la phase de règlement de ces indemnités. Le total, c'est à peu près 4 milliards. Dédommagement des populations, promoteurs sensibilisés et travaux réalisés, des initiatives qu'apprécient les riverains. Avant, quand il pleuvait, on constatait que l'eau débordait. Voilà, on avait même peur de passer. Et depuis qu'ils ont commencé les travaux, ils ont fait l'autre pont. On constate que maintenant l'eau passe normalement, tout va bien. Ça va, il n'y a pas de souci, ça va maintenant. Ça va, tout va bien. On se sent très à l'aise parce que jusqu'à présent, les pluies qui sont arrivées, ça n'a pas fait encore effet. Pour la pérennisation de ces ouvrages, l'ONAD prévoit un plan. Il y aura un programme d'entretien préventif et puis on va stabiliser, on va protéger par des garde-corps. Mais on va aller plus loin. Je pense qu'ici, il faut envisager un espace piéton. Nous pensons même peut-être à des mobiliers de jardin pour que ce soit un espace de vie qui va intégrer la vie des riverains. On était déjà organisé, mais maintenant nous allons mettre l'accent avec la jeunesse pour pouvoir suivre l'entretien, pour ne pas déverser n'importe quoi dans les caniveaux, parce que ce n'est pas bien. Des ouvrages appelés à perdurer,
Le ministre Bouaké Fofana invite les populations au civisme et à leur bonne utilisation. Quand on se branche sur une canalisation d'eau de drainage, d'eau de pluie, et qu'on emmène là-bas nos eaux usées, les eaux de nos toilettes, on les amène dans ce canal, ça veut dire que les eaux de nos toilettes vont aller dans la lagune directement, sans traitement. Et les poissons vont se nourrir de ça, qu'on nous allons acheter après, que nous allons manger. Donc ça pose un vrai problème de santé publique. C'est pour cela que chacun doit être conscient de cela. Là, dans le cadre de ces travaux-là, on va trouver des solutions ponctuelles, des solutions durables pour la collecte des eaux usées, pour ne pas que ça se mélange aux eaux de pluie. Des messages de sensibilisation pour minimiser l'impact des précipitations. Notons que la grande saison pluvieuse, selon les prévisions météorologiques de la Sodexam, prendra fin au mois de juillet. Merci à Grace Kando pour ce dossier sur les dispositions prises pour lutter contre les inondations en cette saison des pluies. On parle santé. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait le point de ce 11 juin sur la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. « 33 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, 43 guéris et 0 décès. À cette date du 11 juin, le pays compte 47 638 cas confirmés et 197 cas actifs. Le 10 juin, 12 446 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 675 294 doses. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le premier sommet G7 post-Covid s'est ouvert ce vendredi au Royaume-Uni. Les chefs d'État et de gouvernement du G7 vont consacrer la journée de demain à la question des économies face à la pandémie et aux menaces contre la démocratie. Ils devraient alors annoncer la mise à disposition d'1 milliard de doses de vaccins contre la Covid-19 à l'intention d'une centaine de pays pauvres. L'approvisionnement démarre dès ce mois-ci et pourrait s'étendre jusqu'au premier semestre 2022. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Korogo, la première femme députée de la région a célébré les mamans du Poro. Madjara Koulibaly les a aussi encouragées à se battre pour leur indépendance et leur autonomie. Ami Sissoko. Maman, je t'aime de tout mon cœur. Première édition de la fête des mères à Korogo. Plusieurs femmes de la commune honorées pour tous les efforts déployés pour le développement de la ville de Korogo et le bien-être de la gente féminine. Une initiative de l'honorable Madjara Koulibaly Tiegbana, députée de Korogo commune, soutenue par l'honorable Lassina Ouattara, dit l'ASPR, également député de Korogo commune. 34 ans de service et je pars à la retraite cette année. Et je viens d'être honorée. Ça ne peut que me faire plaisir. C'est un grand honneur pour moi. Au soir de ma retraite, je ne peux que dire merci au Créateur. Être au service des gens, ce n'est pas facile. Surtout nous qui sommes dans ces postes de secrétariat, ce n'est pas facile. Mais si quelqu'un vient dire aujourd'hui, je t'honore parce que j'ai travaillé longtemps, vraiment, c'est une bonne chose. L'honorable Madjara Koulibaly Tiegbana a mis à profit cette journée dédiée à la mère pour sceller l'engagement de la solidarité et du développement du Poro avec les femmes en première ligne. Elle les a exhortées à constituer les dossiers pour bénéficier du FAFSI, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la première dame Dominique Ouattara. Chère maman, vous êtes le premier moteur, que dis-je, la locomotive du développement de notre région. Vous êtes notre fierté. Voici traduit à travers cette petite cérémonie le sens de mon engagement envers vous, mes chères sœurs. Vous méritez la joie et la gaieté, pas seulement en ce jour d'ailleurs, mais chaque jour de l'année devait être mis à profit pour honorer les braves mamans de la région du Poro et de la Côte d'Ivoire tout entière.
Bé Traoré, représentant la marraine de cette cérémonie, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle, Arlette Badou, a pour sa part salué les braves femmes du Poro. Ces mamans ont partagé un moment de bonheur avec plusieurs artistes et groupes, dont Mawa Traoré et le groupe Yachama de Korogo. Et puis au Mali, pour terminer, le nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a désigné aujourd'hui les membres d'un nouveau gouvernement. Les militaires obtiennent des postes clés comme la sécurité ou la réconciliation nationale. Et l'une des têtes du coup d'État d'août 2020, Sadio Camara, retrouve le portefeuille de la défense. Son éviction du gouvernement fin mai par l'ancien président de la transition avait été l'un des éléments déclencheurs du dernier coup de force au Mali. Merci de nous suivre sur RTI 1 et également sur les www.info.rti.info. Très bonne fin de semaine à tous. Bonsoir.